il y a des gens qui demandent de continuer le débat et de poursuivre Ouais. le débat, le dialogue entre le biologique et la psychanalyse, et le psychique d'une façon plus large. Ouais. Édouard Jean-Pierre Schmitt, et merci et boa noite pour les Portugais qui puissent nous suivre et pour d'autres amis. Oui. Alors, c'est à vous. Jean-Pierre, est-ce que tu peux me permettre de partager des diapos? Bien sûr, tu dois pouvoir le faire. Voilà Antoine Lazarus qui arrive. Ben, on t'écoute, Eduardo, alors. Oui, d'accord. Donc, c'est ça. Je dois vous dire que c'est toujours difficile de faire une synthèse d'un livre, même en notre langue maternelle, parce que si on doit parler, par exemple, d'un article, donc on a un sujet et on peut développer ce sujet avec un début, un milieu et une fin. Mais un livre, c'est pas la même chose parce que, bon, on a plusieurs sujets qui sont traités à la langue du raisonnement qu'on utilise pour écrire un livre. Donc, on a pas mal de points de tension, des centres, disons, à être développés. Donc, pour faire une synthèse d'un livre ou une présentation d'un livre, on doit choisir un certain nombre de sujets et laisser à côté d'autres. Donc, c'est ça que je vais essayer de faire. Et je suis sûr que je vais compter avec votre générosité et tolérance et patience, parce que c'est pas facile de faire une exposition comme ça en langue étrangère. Oui, ça c'est vrai. Ouais, mais bon. Et si ça peut te rassurer, tu parles parfaitement le français. Oh, non. J'aimerais beaucoup parler Alors, je sais pas si... Autrefois, je parlais beaucoup mieux qu'aujourd'hui, mais mais je parle à pratique. Mais bon, de toute façon, je dois vous dire que donc ce livre qui s'appelle en português Memória, Linguagem e Mente, c'est toujours difficile de faire une traduction quand on parle de mente en portugais, c'est l'esprit, la pensée en français. L'esprit en portugais, quand on parle de l'esprit, on a toujours ce côté un peu mystique. Et donc, je comprends bien qu'en français, c'est plutôt la bonne traduction. Donc, mémoire, langage et esprit, dans le sens laïque, et pas transcendantal ou religieux. Mais bon, de quoi il s'agit? Donc, d'abord, c'est un livre qui a été publié par une maison d'édition de Belo Horizonte, dans l'état de Minas Gerais, qui s'appelle Scriptum, cette maison. Et ça vient de sortir, c'était le mois dernier. Et on commence donc à faire la diffusion. Et il est, disons, les résultats de mon intérêt pour un peu éclectique, parce que j'ai toujours, dans ma formation en tant que psychiatre et psychanalyste, aujourd'hui, je ne me considère pas un psychanalyste, mais je m'intéresse beaucoup à la psychanalyse. Donc, j'ai toujours travaillé un peu avec la psychanalyse, mais aussi j'ai un grand intérêt aux neurosciences. Donc, c'est pas facile de travailler dans les deux champs parce qu'en général, on a beaucoup de préjugés. C'est-à-dire, les psychanalystes ont beaucoup de préjugés par rapport aux neurosciences et vice-versa. Donc, c'est ça. Je suis un peu dans les deux côtés et ça donne un peu de peur dans certains moments parce qu'on est toujours une personne non grata dans les deux champs quand on essaie de travailler en faisant cette navette épistémologique, disons, entre les deux champs. Mais bon, une chose que j'ai toujours, que ça m'attirait beaucoup à la longue de ma formation,
c'était les rapports entre la nature et la culture, c'est-à-dire la nature, la subjectivité et la culture. De quelle façon, c'était une question que j'avais, c'était de quelle façon, à partir d'une plateforme biologique, naturelle, on a réussi à faire une émergence de la subjectivité. Donc, à partir des codes qui étaient stéréotypés, des codes naturels, on a réussi à sortir de cette limitation naturelle et on est rentré dans les langues naturelles qui sont comme des instruments pour la pensée. Et qu'on est sorti aussi des déterminants naturels et on est rentré dans la possibilité de création des fantasmes, des littératures, du monde humain qui, d'une certaine façon, n'est plus soumis à les règles de la nature. Ce n'est pas tout à fait vrai, ça, parce qu'on sait qu'on ne sort jamais de la nature, et même la culture fait partie de cette émergence. Mais ce livre, c'est un peu la synthèse de mes réflexions à partir de ça. Donc, je commence le livre avec quelques questions. Je dois vous avertir que ne sont pas toutes les questions que je travaille dans le livre, bien sûr, mais qui sont quelques questions que j'ai épinglées pour pouvoir discuter un petit peu avec vous. Donc, je commence avec une question qui c'est une espèce d'aporie, c'est une question que nous n'avons pas encore de réponse, ni dans la philosophie, ni dans la psychanalyse, ni dans les champs des neurosciences, mais c'est la question de qu'est-ce que c'est un jeu? D'ailleurs, l'interrogation dans l'exposition ici, ce n'est pas tout à fait correct parce que c'était comme si c'était en espagnol avec l'interrogation au contraire, mais ce n'est pas grave. Bon, qu'est-ce que c'est un jeu ou un moi ou un soi? Ça, c'est une question, c'est un mystère et qu'on se demande dans la culture occidentale depuis les Grecs. Hein. Donc, comment la conscience et son pendant, son contrepoint, l'inconscient, peuvent émerger d'une plateforme biologique. C'est ça la question, disons, centrale dans mon livre. Je n'ai pas la prétention d'y répondre, mais j'ai quelques théories, disons, à vous présenter à la longue de ma présentation. Donc, comment de l'organisation de la nature, soumise aux règles immanentes de la physique, pourrait naître des codes biologiques et, à partir de ceci, un langage récursif serait l'instrument subjectif, l'instrument de la subjectivité de la culture. Ça, c'est la question, disons, centrale de mes réflexions. Comme dans les titres de l'ouvrage, mémoire, langage et esprit, je travaille beaucoup avec le langage. C'est-à-dire, de quelle façon, avec le langage, on est capable de découper, de faire une coupure dans le monde pour organiser notre rapport avec les objets, avec la réalité. Ça veut dire avec la création d'une réalité humaine à partir du langage. Donc, je commence le livre avec quelques réflexions sur cette fonction du langage et de la mémoire dans l'émergence du sujet. Même si ici, dans la présentation d'aujourd'hui, je pense que je dois négliger un petit peu les mémoires parce que les mémoires, ça demande beaucoup de contextes et d'explications qui ça allait prendre beaucoup de temps. Donc, j'ai pris la décision de parler plus de langage et moins de mémoire, même si dans le livre, on a un certain équilibre entre les deux sujets. Donc, je travaille avec le langage comme un instrument de la pensée, l'instrumental de la pensée. Et la demande que je me pose, c'est comment l'image et le langage coupent ou découpent et donnent consistance à un monde physique réel
un monde physique qui est réel, qui est brut, qui est dénué de sens. Si on pense que, par exemple, que la réalité en dehors de nous, elle n'a pas de sens, elle est une réalité physique, et qu'il y a un certain ordonnement, on doit organiser la réalité pour qu'elle ait un certain sens et qu'on rentre dans le monde symbolique et que ça nous va épaiser un petit peu, ça va donner un certain sens à la réalité et à nos vies. Donc, c'est ça une caractéristique humaine et qui fait la différence entre nous et les autres animaux. Dans le livre, je développe un peu les rapports que la psychanalyse et que les neurosciences ont développés à la longue du dernier siècle, surtout à la longue du dernier siècle. Et surtout avec, donc à partir d'une lecture de Freud, mais d'une lecture de Freud qui est très peu connue, parce que c'était un Freud pré-psychanalytique surtout, avec toutes les conséquences du développement de la psychanalyse a posteriori, mais qui c'était un Freud neurobiologiste, même si c'est un anachronisme parler de neurobiologie au 19e siècle, mais c'était les Freud qui s'intéressaient beaucoup à la neurologie et qui a développé deux systèmes d'explication de l'émergence de l'esprit à partir de la neurologie de son époque, mais avec une critique très claire de la neurologie de son époque et qui a été, disons, récupérée. Les Freud neurobiologiques étaient pendant longtemps négligés par l'histoire des neurosciences. Et maintenant, on commence à voir qu'il avait quelques idées qui étaient très proches de la neurobiologie, des neurosciences contemporaines, modernes et actuelles. Donc, pour commencer, je parle de cette neuroscience freudienne, si on peut dire. Donc, Freud, il a deux textes qui on pourrait dire qui sont aujourd'hui des textes qui pourraient faire partie d'une histoire des neurosciences. Un premier qui a été écrit en 1891 et qui ça a été publié dans une encyclopédie sans importance à l'époque. Très peu des scientistes, des neurologues ont eu contact avec ces textes. Et même Freud, il n'a jamais parlé de ces textes après la publication. Et que ça a été un peu oublié pendant presque un siècle. C'était le texte à propos des aphasies qu'il a publié en 1891, au 19e siècle. Donc, juste pour vous rappeler, c'était l'époque de l'essor du localisationnisme à partir de la découverte de Paul Broca en 1861 de la région, de la troisième circonvolution frontale qui était responsable pour l'articulation des paroles. Donc, c'était un centre de langage. Et quelques années après, en 1875, Karl Wernicke a découvert que une circonvolution temporale était responsable pour l'interprétation du langage. Et donc, Freud, même quand il était un neurologue, il était déjà très impliqué dans un rapport avec le langage. Donc, il croyait qu'on avait un appareil du langage. Un appareil du langage et que ça a été développé au niveau de l'évolution de l'espèce et qui ça faisait la différence entre les humains et les autres animaux. C'est qu'aujourd'hui, je pense que dans l'ensemble des neurosciences, tout le monde est d'accord. Donc,
En seconde, le deuxième travail que Freud a écrit, et que c'est peut-être le plus important pour le développement de notre raisonnement, c'était le projet de psychologie scientifique. Ça a beaucoup de traductions. Dans chaque langue, on a, par exemple, en portugais, on appelle projet de psychologie scientifique. En espagnol, c'est projeto de psicologia para neurólogos. Ou c'était une traduction française, ça serait projet de psychologie pour les neurologues. Je ne sais pas exactement comment on traduit ça en français dans les publications françaises. Mais c'est un texte que Freud a écrit en 1895 et qui était un texte où il n'avait pas l'intention de publier, ou s'il avait l'intention de publier, dans un certain moment, il a commencé à croire qu'il s'agissait d'un délire neurologique, parce qu'il n'avait pas des éléments de connaissances empiriques à l'époque pour ratifier, pour comprover que le modèle était vrai. Donc, après un travail très poussé en 1895, il a laissé à côté et il disait qu'il allait reprendre ça en 1896, mais il n'a jamais fait. Heureusement, on a retrouvé ça dans son correspondance avec Fliess, et pendant 50 ans, personne ne savait que Freud l'avait écrit. Mais c'est un modèle d'esprit, c'est un modèle matérialiste d'émergence de l'esprit et qui aujourd'hui, même si on sait qu'il est très daté dans certains de ses propos, il est très proche d'un autre côté, il est très proche de ce qu'on connaît aujourd'hui dans la neurologie moderne, dans les neurosciences modernes, pour l'explication de cette émergence de l'esprit à partir d'une plateforme biologique. Au XIXe siècle, personne ne connaissait cette facette, cette face neurobiologique freudienne, jusqu'à que, plus récemment, par des noms très importants des neurosciences, comme Eric Kandel, par exemple, ont récupéré cette histoire. Et aujourd'hui, on connaît l'importance de Freud pour établir un modèle biologique de l'émergence de l'esprit. Là, j'étais sur ce que tu viens de dire sur les neurotransmetteurs. J'en ai d'autres sur ce que tu as dit. La première, c'était quand tu parles de Freud en 1895. 1895, c'est là où il publie ses fameuses études sur l'hystérie. Ouais. Et c'est là, précisément, où il décolle de l'organisme, d'une vision purement neurologique, quand même. Il crée un espace, une pathologie qui aurait une autre étiologie que les neurones, précisément. Donc, je voulais te poser une question. Il y a un peu une contradiction entre le texte que je connais pas, dont tu fais état, et puis ce texte majeur, quand même, chez Freud, qui est ses études sur l'hystérie. C'était une première question. Et la deuxième question, après je vais l'oublier, je te l'ai dit tout de suite, elle est très simple, c'est sur les neurotransmetteurs, parce que les neurotransmetteurs, ils se contentent pas de transmettre une énergie électrique. Ils ont des caractéristiques eux-mêmes. Ils ont la dopamine. Enfin bon, bref, ils sont en eux-mêmes des agents transformateurs, si j'ose dire, de l'information. Ce que tu sembles pas pointer dans ton propos. Voilà, moi, ce que je voulais dire en deux mots. Oui. Tout d'abord, c'est vrai qu'en 1895, Freud s'intéresse. Ça, c'est d'ailleurs pour certains, un mystère, mais qui, pour d'autres qui connaissaient bien l'histoire,
ces moments-ci que Freud a vécu, ce n'est pas tout à fait un mystère, parce que Freud, à cette époque, il ne faisait pas la différence. Et même ceux qui travaillaient avec les modèles de fonctionnement du psychisme à l'époque, il ne faisait pas tellement la différence entre le fonctionnement du cerveau et ce qu'on pourrait appeler des forces dynamiques de formation du psychisme. Mais c'est vrai qu'à partir, surtout de 1900, à partir de l'interprétation des rêves, il a abandonné ses propos neurologues parce qu'il n'avait pas de préjugés par rapport à ça, mais il trouvait qu'il n'avait pas les informations nécessaires pour aller jusqu'au bout du développement de sa théorie. En fait, lui-même, il croyait que les modèles qu'il avait créés, c'était une espèce de délire neurologue. C'est une expression qu'il a utilisée à un certain moment. Parce que c'était très, très rationnel, mais qui n'avait pas de données empiriques pour aller plus loin. Donc, il faisait une espèce de laboratoire mental, ce que pas mal de scientistes ont fait à la longue de l'histoire. Par exemple, Albert Einstein, il a développé toute sa physique avec des essais mentaux de la physique. Donc, Freud, à ce moment-là, il essayait de faire ça. Mais c'est très intéressant, c'est très, très, très inquiétant d'ailleurs, savoir qu'à la même époque, il travaillait de deux côtés, disons, de la frontière. Il travaillait avec le neurone, un modèle neuronal, et avec le développement de la psychanalyse, ce qui est devenu, quelques années plus tard, la psychanalyse, à partir des études sur l'hystérie avec Breuer. Mais bon, par rapport au fonctionnement neuronal, c'est vrai, quelques neurones, ils utilisent par exemple la dopamine, d'autres la neuroadrénaline, d'autres la sérotonine, mais les mécanismes même, par exemple, chacun de ces neurotransmetteurs, ils ont une fonction qui ça peut être, par exemple, d'activation ou de freinage, mais les mécanismes qui déclenchent le processus, c'est toujours les mêmes. C'est le tu ou le rien. Donc, c'est toujours binaire, même si les conséquences, ça seront différentes. Donc, ça dépend du réseau, ça dépend des types de neurotransmetteurs, mais la quantité, le fonctionnement qui déclenche le processus, c'est toujours les mêmes. Et c'est toujours binaire. Mais c'est que toi, tu attires l'attention de quelque chose de très important, c'est que le traitement d'information, elle a plusieurs niveaux. Donc, un niveau, c'est déclenché ou pas déclenché, 0 ou 1. Mais il existe un autre niveau de processement, de traitement, qui c'est la fonction de chaque neurotransmetteur. Et après, on aura toujours des niveaux plus hauts et plus élevés et plus hauts. Et c'est pour ça qu'on a l'émergence de quelque chose qui n'est plus de la nature. Ça veut dire, on commence, et c'est ça que je vais vous expliquer juste après. Je veux d'ailleurs anticiper. Pour expliquer cette émergence, j'utilise dans les bouquins les modèles qui a été établi par Auguste Comte pour expliquer la stratification des savoirs sur la nature. Antoine voudrait dire quelque chose, je pense. Oui, non, j'aurais une question aussi avant que ça n'aille beaucoup plus loin. La première serait de l'ordre un peu philosophique, enfin bref. Dans la première slide, je crois, là, enfin le premier, il s'agit de quelque chose qui serait une réalité brute. Donc la réalité brute, telle que je l'ai entendue
c'est le réel brut. C'est pas tout à fait la réalité brute. Ouais. Ce serait un réel brut qui existerait. Enfin, le fait que ce soit brut, c'est qu'il n'y a pas de mécanisme, enfin, il n'y a pas de pensée qui s'applique à ce brut. Mhm. Donc, évidemment, à ce moment-là, si on peut, enfin, la question que je poserais, la pensée, est-ce que c'est elle qui est créatrice de ce monde brut? Puisque le monde brut, tant qu'il n'y a pas la pensée, n'existerait pas. Donc, c'est une organisation de ce monde brut qui fait exister la pensée, qui elle-même, en boucle, c'est ton hypothèse, crée ce monde brut. Voilà, donc est-ce que, si j'écrivais la phrase, la pensée serait-elle créatrice d'un monde matériel brut qui n'aurait pas de sens sans cette pensée, mais qui est de fait la résultante d'une organisation brute, entre guillemets, ou qui serait une organisation aléatoire, d'un réel qui n'aurait pas de sens sans cette organisation aléatoire, qui serait la pensée. Donc, est-ce que la pensée, c'est quelque chose qui est inattendu, qui est aléatoire? Et voilà, donc, à dire qu'il faut au fond la pensée humaine pour fabriquer la création, si j'ose dire, est-ce que là, on n'est pas dans quelque chose qui est un énoncé qui s'entend plutôt du côté quasiment de la métaphysique, plutôt que de... Et ça, c'est une discussion il y a quelques années qui avait été avec Changeux, avec lesquels on s'était empaillé. Lui, il ne voulait pas comprendre. C'était qu'à partir d'un certain niveau organisationnel, hein, ce mécanisme du cerveau, miraculeusement, par une espèce de liaison qu'il appelait dans l'éthique ou l'éthique naturelle, tout ce qu'on voulait, tout d'un coup, la pensée est là. Mais la pensée est là, générée par un raisonnement rationnel qui ne s'appuie que sur la réalité d'objets. Mais voilà, donc c'est toute la question. Est-ce qu'on n'est pas dans une tautologie? Il n'y a pas de brut sans la pensée, et c'est la pensée qui nomme le brut qui crée la pensée. Voilà. Pardon, on est en début de soirée. Hein. Alors ça, c'était la première chose. Et puis ensuite, évidemment, moi, ça m'amuse beaucoup quand j'entends parler de Ramón y Cajal, parce que j'ai enseigné l'histologie pendant pas mal d'années, mais autrefois, si je peux dire. Et donc là, on avait les colorations spécifiques, enfin toutes les choses qu'on a pour faire apparaître magnifique, le neurone. des planches magnifiques de Ramón y Cajal. Hein. Il était un artiste. Mais oui, c'est très beau. Mais évidemment, là, on est dans un autre monde qui est un monde, ce qui est assez bien dit, ce que tu nous as raconté, où il y a des représentations qui sont des représentations analogiques, quasiment des microphotographies qui s'articuleraient les uns aux autres, et pas du tout, hein, et qui se superposeraient, et pas du tout dans cette chose tout à fait étrange qui est, et en sachant que chacun des neurones peut avoir des milliers et des milliers de connexions avec d'autres neurones qui ont aussi des milliers et des milliers de connexions. Donc c'est d'une complexité ahurissante en réalité. Voilà. Mais en tout cas, la question c'était sur ce démarrage, enfin sur le risque de penser au fond qu'il y aurait une matière brute, parce qu'à ce moment-là, on va chercher le grand mécanicien comme le cherchent les gens du XVIIIe siècle, et puis sinon, on arrête en disant l'esprit, et puis il y a le créateur en amont de l'univers, quoi. Voilà, enfin bref, j'arrête là, mais... Voilà, c'est une très, très bonne question et que d'ailleurs, je développe dans les bouquins. Pour sortir de la tautologie, on doit faire la différence entre la réalité et le réel. Donc, si on peut croire que la réalité humaine, elle a besoin de ce découpage pour l'image et le langage. Mais le réel, qui est en dehors du langage, ça veut dire quelque chose qu'on n'arrive pas entre le réel à... et la réalité, là, ça va marcher. La réalité... Pardon? Non, mais là, on serait d'accord, la réalité est une construction psychique, si je peux dire. Oui, alors que là, tel que tu l'as écrit, ça signifie ce réel en soi, hors de réalité psychique. Voilà, c'était là-dessus que je remarquais un peu, quoi. Oui, si l'humanité disparaît, le réel
il demeure. Ça veut dire, par exemple, nous tous, dans nos maisons et dans chaque ville du monde, tout ça, c'est un réel, mais qui a été saturé par les sens. Donc, ça a été saturé pour des sens symboliques qui viennent du langage, d'une certaine façon, du langage et de l'imaginaire. Donc, c'est certain que le réel existe, c'est certain que le monde physique existe, mais on découpe notre rapport avec les objets. Il dépend de cette façon, de notre rapport avec le langage, qui va donner des sens, qui fait la différence entre, par exemple, une chose et un objet. Le réel, il est plein de choses qui n'ont pas nécessairement des formes, par exemple, et qu'on ne découpe pas. C'est un continu des ondes électromagnétiques, des particules physiques, etc., etc. Mais à la mesure qui émerge la biologie, et les êtres biologiques, et par exemple les animaux supérieurs au niveau, bon, cette hiérarchie qu'on a créée à partir de l'évolution. On commence à découper la réalité. Par exemple, un animal, il peut découper à partir de ses besoins. Un cheval, par exemple, il va voir la réalité avec des choses qui sont mobiles. Ces choses qui sont mobiles, un certain nombre de choses sont d'autres chevaux, d'autres choses sont des humains, sont des pierres, c'est la nature. Donc, à partir de ces besoins, il fait un découpage qui est un découpage, disons, imaginaire. Mais nous, avec le langage, on commence à saturer l'image, c'est-à-dire l'image continue à exister pour nous, mais on commence à donner sens à l'image. Et les sens, c'est un sens symbolique et on a besoin du langage pour donner ces sens. Donc, on commence donc au niveau psychique à créer la réalité humaine. Donc, la réalité humaine, elle n'est pas... Elle a besoin du réel, mais elle est plus et elle est moins que le réel. Elle est plus que le réel parce que, par exemple, on a les fantasmes, on a la création, on a, par exemple, la littérature, on a les mythes, etc., qui ne font pas partie de la nature et qui sont des créations humaines à partir de l'émergence du langage. Mais, bien sûr, on a besoin de cette plateforme naturelle pour y exister. On n'existe pas dans un monde complètement virtuel. Donc, on a besoin de quelque chose de réel. Donc, c'est ça la différence que j'ai parlé. On a besoin du langage pour créer la réalité humaine, qui est différente, par exemple, de la réalité d'un chien. Même si on a les mêmes expériences, disons, de perception qu'un chien, mais on a une autre interprétation, on met la couture, on met une grand-mère qui organise nos rapports avec la nature et qui est complètement différent, même si on a quelque chose en commun avec les autres animaux. Je travaille dans les textes avec une théorie qui est très intéressante de Meltziger, qui est un auteur très, très connu dans les neurosciences, et il a développé le modèle du tunnel de l'ego, le tunnel du moi. Donc, il démontre que chaque animal, il a développé au niveau de l'évolution une capacité de rapport avec le réel. Par exemple, si on voit un dauphin qui habite la mer,
certainement que les rapports que le dauphin a avec la réalité et avec cette capacité qu'il a de son rapport avec l'eau, des autres animaux maritimes, etc., c'est complètement différent, par exemple, d'un lion qui habite la savane africaine et qui a d'autres formes de captation d'images et de captation de ces ondes électromagnétiques qui font les réels. Et nous aussi, nous avons des caractéristiques naturelles qui sont différentes, mais qui, à partir de cette plateforme naturelle, on a rajouté les symboles et la capacité de raconter des histoires sur ça. Donc, nous avons une mémoire narrative qui raconte des histoires et qui c'est très importante, par exemple, pour l'émergence du soi. Parce que en dernière instance, si on regarde bien, on est un rapport entre un corps qui a subi pas mal d'émotions, d'affects, qui a affecté, mais qui raconte l'histoire de ces affectations. Donc, on a une mémoire qui est une mémoire narrative. Donc, on peut raconter des histoires sur nous-mêmes, sur les autres, sur notre histoire, sur l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'univers. Donc, c'est comme ça qu'on a engendré un monde qui est un monde de la parole, un monde du langage, et pas le monde tout simplement des particules atomiques, par exemple. On trouve des activations pratiquement pareilles chez les animaux. Ce que tu disais tout à l'heure, en disant qu'en effet, l'animal est sensible aux stimulations. Donc, et que ça s'active sur toutes les zones motrices ou les zones sensitives ou sur toute une série d'éléments réflexes et tout ce qui est hors de notre pensée, comme faire fonctionner l'estomac, les sphincters, tout ça, ça s'active d'une manière très proche, pour ne pas dire strictement analogue. En quoi est-ce qu'ensuite, nous avons quelque chose en plus? Mais ça, sans doute, tu vas y arriver. Et pour montrer que soit c'est un phénomène qui est simplement un niveau quantitatif, soit il y a une rupture de quelque chose quand va apparaître le langage. Voilà, mais... Moi, je voudrais, avant de te redonner la parole tout de suite, je voudrais te demander, est-ce que tu as considéré Husserl, le philosophe Husserl, dans ses pensées? Oui. Il me semble au cœur du sujet, et notamment ce qu'il dit à propos de Galilée et de cette substitution, parce qu'il parle de Galilée qui apparemment impose la science et nous fait sortir du préjugé des croyances, mais en réalité, alors je n'ai plus la phrase exacte, il dit simplement Galilée taille un costume dans un costume parmi une multitude d'autres, c'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre, pour aller vite, pour te redonner la parole tout de suite, il ne faut pas confondre la théorie et l'objet. Et parfois, on a tendance de confondre la théorie. La théorie de Galilée, c'est une théorie parmi d'autres qui permet des avancées mathématiques et considérables, mais il peut y avoir d'autres approches et une multitude d'autres approches qui donneraient du sens aussi au monde. Voilà. Oui, tout à fait. Ça veut dire qu'on peut avoir des milliers de théories, de narratifs, mais pour que ça soit scientifique, et même pour Galilée, il faut que les sens qu'on donne aient un certain rapport avec l'empirique, le monde empirique. C'est pour ça que Galilée a eu tellement de succès. Mais John Searle est un philosophe que je travaille d'ailleurs dans le texte, mais par rapport à cette question très importante dans les règnes de l'intelligence artificielle et la possibilité, par exemple, de création d'un modèle d'esprit à partir d'une plateforme de traitement de données. Ça veut dire à partir de l'informatique. Cette question, qui d'ailleurs, je veux sortir un peu de l'exposition pour y parler un peu plus librement, je pense que c'est plus intéressant. Donc,
Quand on parle de procès, et que Antoine disait que certainement que j'allais donner une certaine explication du modèle, qui bien sûr, on est très loin, très loin, nous n'avons pas d'explication de comment on sort de la nature pour créer la subjectivité et la culture. On n'a pas de réponse, mais on peut avoir des modèles. Oui, on peut tout à fait avoir des modèles de traitement d'information pour qu'on sort des codes de la nature et on rentre, par exemple, dans les langues naturelles. Et à partir de ça, on est capable de création d'un monde infini à partir de quelques phonèmes et quelques mots qu'on a dans les langages et dans nos langues naturelles. Pour vous expliquer un petit peu ces modèles et de quelle façon il y a une continuité ou une rupture, je disais que j'allais utiliser les modèles d'explication qu'Auguste Comte donnait de l'émergence progressive et ascendante de l'organisation qu'on donne à la réalité, au réel. Donc, il disait, par exemple, que la mathématique était la base qu'on avait pour établir un rapport avec la nature. Qu'à partir de la mathématique, il y avait l'astronomie, et à partir de l'astronomie, la chimie, ils sont des mouvements ascendants. Mais si on peut moderniser un petit peu cette explication, on pourrait dire que, bon, on a la physique des particules, la physique classique, la physique dans toutes ces dimensions, mais que cette physique, elle s'organise dans la chimie. Et qu'à partir du moment qu'elle s'organise dans la chimie, que les atomes s'organisent et qui vont composer les molécules, on va avoir un nouveau niveau d'organisation de la nature et qui, même si elle est basée dans la physique, elle a des règles qui ne sont plus de la physique. Ce sont des règles qui émergent de la physique. À partir de la chimie, on va avoir, dans un autre niveau, plus haut, la biologie. Donc, la biologie, elle est basée sur la chimie, sur la physique, mais elle va avoir aussi des règles propres de la biologie. Donc, par exemple, on ne peut pas expliquer, si j'essaie de vous expliquer les cancers du foie, un carcinome du foie, ce n'est pas la peine de commencer à parler des particules atomiques d'une hépatocyte, d'une cellule du foie. Donc, je dois parler dans un certain niveau de connaissance, d'organisation, même si on est tout à fait d'accord qu'il n'y a pas de foie sans chimie, sans physique, sans particules élémentaires. Donc, et qu'à partir de la biologie aussi, on a les rapports entre les êtres biologiques, et on va voir émerger la sociologie, les rapports, la psychologie, etc., etc. Donc, ils sont des niveaux d'émergence. Mais aussi, au niveau même du cerveau, on va avoir des émergences aussi des codes. Par exemple, on a des rapports naturels de la chimie dans le cerveau, on a des organisations biologiques dans le cerveau, mais on a aussi des codes qui vont organiser la reproduction du cerveau, des codes biologiques. Donc, c'est l'ADN, les ARN, c'est la formation des protéines, qui sont des codes, la formation des neurones. Les neurones qui vont avoir un code binaire, des codes binaires qui vont faire des rapports entre 86 à 100 milliards de neurones qui ont aussi 1000 milliards de connexions, et que ces rapports de traitement d'informations élémentaires de 0, 1 commencent à faire une syntaxe et une ponctuation d'où va émerger petit à petit
la possibilité de représentation de la réalité. Une représentation, d'ailleurs, qui fait un rapport entre les paroles, les mots et les choses, et qui, après, on va avoir une certaine indépendance entre les mots et les choses. Ça veut dire, si au début, dans une langue primitive et onomatopéique, disons, on avait un rapport entre la représentation des choses et un mot, on commence à voir les rapports entre un mot et autre mot, et autre mot, et autre mot, et on rentre donc dans la possibilité humaine de parler sans avoir nécessairement un rapport entre les mots et les choses. Et c'est ça l'émergence. Comment ça, si c'est comme ça que ça arrive vraiment, on ne sait pas. Mais ils sont des modèles qui sont créés pour essayer, peut-être pour les premières fois, parce que ça fait longtemps que personne ne s'intéresse dans les rapports entre la biologie et la culture, la nature et la subjectivité. Donc, il faut qu'un certain nombre de chercheurs commencent à s'intéresser et commencent à avoir le courage de travailler dans la frontière. Parce que, comme je disais, on a pas mal de préjugés et en général, on a les chercheurs qui sont d'un côté et de l'autre et qui ne s'intéressent pas pour cette connexion. Et cette coupure, disons, et ces rapports, et ces passages entre la nature et la culture. C'est ça qu'on essaye de faire maintenant. Pas moi, dans ces livres, que bien sûr, j'ai le sens de ridicule, je ne pense pas que j'ai une proposition pour expliquer ça. Mais j'essaie de montrer ce qui se fait actuellement pour ce passage. Des gens qui travaillent avec ça. Et un grand problème, et d'ailleurs, je reviens à John Searle, c'est que quand on pense d'une intelligence, d'une émergence, d'une conscience à partir de cette syntaxe de traitement de données, on tombe dans un problème philosophique très classique, qui est le problème de la sémantique. Donc, on peut faire des algorithmes pour simuler une intelligence. D'ailleurs, l'intelligence artificielle existe dans ce sens. On peut simuler une intelligence humaine à partir des algorithmes. Mais cette intelligence, l'ordinateur, cette machine, elle ne sait pas qu'elle pense. Donc, elle n'est pas capable de faire des sémantiques. Elle fait des syntaxes, mais elle ne fait pas de sémantique. Quand je vous parle, je sais que c'est moi qui parle. Et l'intelligence artificielle n'est pas capable de voir que c'est elle qui parle. Donc, c'est ça le grand problème. Et qu'on commence à voir des modèles pour l'explication de cette émergence de l'intelligence, ou de la conscience de soi. Ça serait le traitement d'informations en miroir. Ça veut dire que comme on a des milliers de milliards de connexions neuronales, on peut faire des traitements d'informations qui fait surgir un autre niveau de traitement qui, à la fois, est capable de répéter les informations, les traitements d'informations, et on a des traitements comme un miroir, et donc on commence à voir, à partir d'une illusion, un point de repérage qu'on pourrait appeler le soi. Ça veut dire, le soi commence à partir d'une émergence de traitement d'informations en miroir. Donc, ce sont des modèles que j'explicite dans les livres et qui pourraient, disons, nous donner, peut-être d'une façon délirante, parce qu'on n'a pas des données, comme Freud n'avait pas de données empiriques en 1895 pour établir son modèle. Nous n'avons pas encore des données empiriques pour établir ces modèles-ci, mais on a pas mal de choses aujourd'hui
qui ont fait et qui on prend comme bien établis et qui font partie des mêmes modèles, des modèles théoriques qui sont tout à fait cohérentes, mais qu'on ne sait pas s'ils font partie de la vérité et si c'est comme ça que ça se passe. Mais on peut créer des modèles dans les principes, par exemple, du falsificationnisme de Popper. On peut créer des modèles pour faire des expériences et pour, à partir de ces modèles, faire la confirmation ou non. Et un des modèles d'émergence est du traitement do traitement. Et de cette émergence on aurait donc des émergences de niveau plus haut de ce qu'on connaît actuellement, pour expliquer les passages du code biologique stéréotypé, aveugle, pour un code qui peut encoder les signifiants, et que les signifiants commencent donc dans un défilé de signifiants à donner sens, à créer les symboles, la symbologie et la possibilité de raconter une histoire humaine et de faire d'avoir des mémoires narratives qui découpent la réalité, qui créent la réalité humaine et qui est superposée au réel, que je disais brut, de réel physique, mais qui gagne une certaine indépendance parce qu'on est capable de créer des fictions, par exemple. Je ne sais pas si j'étais clair. Certainement pas, mais... Bon, mais il faut nous laisser le temps un peu de digérer un peu. Ouais. Alors, pour recommencer, disons que en essayant de reprendre un peu des demandes, des questions qui ont été posées au début sur le fait que Freud s'est intéressé à la biologie, à la neurologie, après la... Freud n'a jamais renoncé à la biologie en réalité, parce quand il a plusieurs fois, il a dit dans son même à la fin de sa vie, texte, la psychopathologie de la vie quotidienne, il dit bon, j'offre cet édifice théorique, mais je laisse à la science après de le confirmer ou non, de l'amplifier. Donc, il a toujours eu ce double regard, je crois. Et ce qui est vrai, c'est qu'à la fin de Dieu siècle, il y a plus d'un siècle, on ne savait pas grand-chose, je veux dire. Les neurosciences ont fait des grands progrès depuis cinquantaine d'années. Ramon y Caral et Golgi vont se disputer, personne ne savait qui avait raison ou pas. Golgi, c'était celui qui pensait que les neurones se touchaient. Ramon y Caral, et puis après, il a fallu attendre 1938 pour comprendre que c'est Ramon y Caral qui avait raison, et on a compris pourquoi, parce qu'il y avait la transmission des neurotransmetteurs. L'information qui passe au niveau des neurones, ce n'est qu'un potentiel d'action. Il n'y a pas d'autres, il n'y a pas de neurones spéciaux. Il n'y a que maintenant c'est établi par les neuroscientifiques depuis une trentaine d'années, il n'y a que des neurones. Et tous les neurones ne fonctionnent pas. Le rôle du neurone, c'est de transmettre un potentiel d'action, un courant électrique. Il n'y a pas d'autre. Après, quand ce courant arrive à la synapse, il transmet, il libère des neurotransmetteurs qui vont activer ou inhiber la synapse successive, le neurone successif. C'est ça le jeu des. Après, le fait qu'il y ait plusieurs types de neurotransmetteurs, en réalité, ceux qui inhibent et qui activent sont les mêmes. Après, à côté d'eux, il y a d'autres neurotransmetteurs, type la dopamine, par exemple, etc., qui ont un rôle, probablement, on ne sait pas trop, mais pour coordonner les activités. Après, je suis très d'accord avec toi sur la vue qui s'impose après de la neuroscience, de vue globaliste. Il y a donc les informations arrivent dans des endroits très précis du cerveau. Par exemple, la vue arrive au niveau du lobe occipital, les paroles au niveau du lobe temporal, etc. Les sons au niveau du lobe temporal, et
la motricité repart des zones. Tout arrive, chaque point de l'organisme correspond à un endroit très précis de la cortex, du cortex. Le nom de celui qui a créé ça. Parce que chaque partie du corps a une représentation sur le cortex qui n'est pas proportionnelle à la superficie. Penfield. Penfield, merci. Après, ceci dit, c'est dans la collaboration que tout se passe. Ouais. Oui, donc quelques petites réflexions sur, à partir de ce qu'Henri a apporté. Oui, tout d'abord, les rapports entre Ramon y Cajal et Golgi. D'ailleurs, ils ont partagé les prix Nobel de 1906 de physiologie et médecine. Et ça est plein de conséquences. Les rapports, les différences entre Golgi et Ramon y Cajal pour cet effet de codage. Parce que Golgi, il pensait qu'un neurone faisait un contact avec l'autre et qu'il y avait un passage direct de l'électricité. C'est que d'ailleurs, ça existe aussi. Oui. Par exemple, dans la rétine, on a un certain nombre de connexions qui sont électriques. Ah, excuse-moi, elles sont dans la rétine, parce que je sais qu'il existe. J'avais lu que les neurosciences, à la fin, avaient donné un peu de raison à Golgi en disant qu'il existait Oui, ça existe, mais la majorité dans la rétine. Ils sont des synapses de Ramon y Cajal, disons. Oui. Les modèles de Golgi étaient parfaits pour expliquer, par exemple, les traitements d'informations analogiques, mais pas informatiques. Donc, c'est ça surtout la différence. Quand tu disais que les synapses, elles peuvent devenir plus fortes, plus du point de vue matériel, il y a une croissance des synapses qui sont utilisées. C'est le modèle, par exemple, qui a été développé pour Eric Kandel pour expliquer la mémoire. Ouais. Donc, les synapses deviennent de plus en plus performantes pour le développement des anagrammes. Oui. C'est ça aussi une des limitations de la neuroscience moderne, c'est qu'elles n'ont pas donné toutes les conséquences de la découverte du code binaire des neurones, parce que presque tous les modèles neuroscientifiques actuels prennent en compte l'aspect analogique, mais pas l'aspect du code. Par exemple, presque tous les modèles de maladies mentales, on a des modèles biologiques qui sont analogiques. Donc, ce sont d'ailleurs des modèles très naïfs et tout le monde qui connaît vraiment la neuroscience savent très bien qu'ils sont très pauvres en tant que science, qui sont à la limite de la pseudoscience. Quand on explique, par exemple, que bon, on est heureux, on est triste parce qu'on a plus ou moins de sérotonine. Ça, c'est complètement bidon, c'est pas vrai, ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. Ils sont des modèles analogiques, ils sont des intensités. Donc, par exemple, un schizophrène qui délire, donc on imagine qu'il a beaucoup de dopamine. C'est pas vrai non plus. Donc, on n'a pas pris les conséquences du codage qui va nous expliquer, par exemple, qu'on peut avoir des chocs et des conflits, des narratives intrapsychiques qui nous fait avoir, par exemple, des problèmes existentiels. La neuroscience ne prend pas ça en compte. Il y a une espèce d'une éclipse, une éclipse du langage dans la neuroscience.
presque tous les modèles de neuroscientifiques sont analogiques, Oui, sont d'intensité et de localisationnisme. exact. Et Oui, par rapport au-delà du principe de plaisir de neurosciences, je suis tout à fait d'accord avec toi, Jean-Pierre. Au-delà du principe de plaisir, explique la compulsion de répétition, mais explique aussi, dans la biologie, par exemple, les apoptoses, les maladies d'autodestruction du corps, par exemple, les dérèglements des cellules des cellules cancéreuses, par exemple, ou les apoptoses, les maladies neurodégénératives, sont une façon d'autodestruction et qui sont au-delà du principe de plaisir, disons. C'est une autre façon de voir les problèmes. Oui. Mais il faudrait évoquer la deuxième topique, les pulsions de mort, enfin bref. Ouais. Ouais. Mais est-ce que tu ne penses pas, bon, c'est un autre aspect qui, tout à l'heure je pensais, est-ce que tu laisses de côté complètement le point de vue anthropologique? Oui, c'est très important le point de vue anthropologique, mais il faut limiter le sujet. Sinon, je parle déjà du point de vue philosophique, psychanalytique, linguistique et neuroscientifique. C'est-à-dire, c'est ça d'ailleurs, peut-être la déficience de mon livre. Il est un peu éclectique. Eduardo, tu veux faire une synthèse de la conclusion? C'est ça, non? Tu as un peu Je pense que d'une certaine façon, on a déjà fait cette synthèse. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez mieux là? Il faut vraiment lire les livres. Ouais, tu m'entends mieux là? Ben, on t'entend, quand on t'entend, mais tout d'un coup, tu disparais. Enfin, oui, d'accord. Non, mais moi, j'aurais aimé que Eduardo nous parle un tout petit peu de l'articulation comment dire, des axiomes lacaniens sur le langage, qui est une organisation à la fois politique, sémantique, et puis l'exposé que tu viens de nous faire. Ouais. Tu vois, parce que quand on dit psychanalyse, c'est relativement... bon, on a parlé de Freud, mais tout de même, sans la question du langage, il n'y a pas Lacan. Donc, comment ça s'articule, quoi? Oui, ça s'articule avec pas mal de points, parce que Lacan, c'est vraiment... en fait, je développe les raisonnements du livre avec Lacan, dans un certain moment. Par exemple, quand on parle du réel et de la réalité, d'une certaine façon, j'ai établi dans les textes les rapports entre cette différence cette coupage que Lacan fait entre le symbolique et le réel et l'imaginaire. Et j'essaie aussi d'établir un rapport entre, qui est très, très peu établi, en général, les gens ne s'intéressent pas, entre la première philosophie de Wittgenstein et les rapports que Lacan a avec le langage. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en dehors du langage. Et Wittgenstein, il fait les mêmes mouvements, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle son première sa première philosophie du Tractatus Lógicos Filosóficos. Il va nous dire que le monde est établi par le langage, mais qu'on peut avoir un rapport avec quelque chose qui est en dehors du langage. Et là, on a une espèce de métaphore qu'on aurait des barres où on peut aller jusqu'à la limite. On peut regarder dehors, mais on ne peut rien dire de ce qui est dehors du langage. Donc, le langage va établir le monde humain, même si on sait qu'il y a quelque chose en dehors du langage. Et là, j'ai établi dans le texte un certain rapport dans cette vision lacanienne de que
dans sa première clinique aussi, qui a été très tributaire, qui a été très secondaire à son rapport avec le structuralisme et Claude Lévi-Strauss et la linguistique de Ferdinand de Saussure, qui est ce qu'on appelle aujourd'hui la clinique du symbolique, et qui essayait d'établir la clinique du sens, d'établir un sens pour nos symptômes, pour notre expérience humaine, mais qui, dans un certain moment, il arrive il se rend compte qu'il y avait quelque chose au-delà du langage, au-delà des choses qu'on pourrait dire et qu'on pourrait établir comme réalité humaine à partir du langage, et qu'il va appeler du réel. Donc, je travaille avec ces parallélismes entre le langage en Lacan, le langage en Wittgenstein et le langage dans les neurosciences. Pour dire qu'il y a un éclipse du langage dans les neurosciences. Les neuroscientistes ne se sont pas rendus compte que ce qui donne consistance à la réalité humaine ne sont pas les ondes cérébrales, ne sont pas tout à fait les fonctionnements physiologiques du cerveau, mais les rapports entre les mots, les rapports linguistiques, mais aussi quelque chose qui est en dehors du rapport linguistique et qu'on n'arrive pas à dire. C'est quelque chose qui est indisible. C'est comme les noms de Dieu dans la tradition juive, qu'on ne peut pas dire, et que pour Wittgenstein, c'est quelque chose qu'on peut montrer, mais on ne peut pas dire. C'est quelque chose qui est du dehors. Et c'est en ça que Wittgenstein, c'est très différent de Lacan. Non, c'est complètement différent. Mais il y a certains parallélismes. Ça veut dire, la différence, c'est que pour Lacan, il y a les fantasmes. Donc, le langage, il gagne. Et le langage en Wittgenstein, dans la tradition analytique, c'est un langage concret. C'est un langage qui essaie d'établir les rapports du monde d'une façon logique et concrète. Il y a un rapport, disons, sémiologique entre les mots et les choses. Tandis que Lacan, on pourrait dire qu'il n'aimerait pas ça, mais on peut dire qu'il y a un rapport herméneutique entre les choses, entre les mots, pas entre les mots et les choses. Mais il ne faut jamais oublier que Lacan a eu une éducation jésuite. Oui. Il ne faut pas oublier qu'il a essayé d'avoir un rendez-vous avec le pape qu'il n'a jamais reçu. Enfin, en tout cas, moi, je remercie Eduardo de sa réponse tout à l'heure, enfin, en tout cas, de cette mise en perspective de points de vue, en cherchant évidemment, c'est quasiment la question que nous posons là-dessus qui fait le lien jusqu'à un certain point pour l'instant. Mais merci en tout cas de l'exposé et de tout ça. Oui, j'ai essayé de ne pas en perdre une miette. Oui, c'était très intéressant. Mais peut-être Joao, tu n'as rien dit. Peut-être tu veux dire un mot avant que l'on conclue. Non, je voulais dire tout simplement que vraiment, c'est une question qui est très difficile. L'écrire, évidemment, c'est encore beaucoup plus difficile. Et l'exposer en quelques minutes, je pense que notre ami a clairement attiré notre attention sur toute la philosophie malheureusement, je ne sais pas ce que vous en pensez, on dit que le monde connaît en matière de philosophes, il y a moins de philosophes qu'il y a quelques décennies, et la philosophie, évidemment, c'est elle qui nourrit toutes les pensées. La génétique
pourra résoudre aujourd'hui, je lisais un article sur le cancer, et il y a des avancées, il y a pas mal d'articles actuellement sur pas mal de maladies. Ben, pourquoi pas ne pas comprendre comment la pensée pourrait évidemment remplacer l'homme dans les expéditions. Nous voyons que grâce à la pensée, l'homme arrive à communiquer grâce aux satellites, avec la Lune, avec le cosmos, etc. Mais sans elle, évidemment, tout tombe en panne. Bah, écoute, merci beaucoup et vraiment, c'était passionnant ton exposé. Ça nous a fait beaucoup penser. Je crois que c'est un peu un des objectifs de cette réunion, ça nous mette les neurones en mouvement le plus possible, puisqu'il paraît qu'ils se multiplient d'après Henri, donc on va en avoir plus. Les neurones, les synapses. Bon. Alors, qu'est-ce que… Louis, tu veux dire un mot encore? Et je veux remercier beaucoup Eduardo, parce qu'avant hier, il a fait aussi la présentation en espagnol. Et c'est pas fini. Ça a commencé un autre débat et ça va se prolonger. Fernando et d'autres ont dit, bon, on va intervenir sur cette discussion du biologique et du psychologique. Et je crois que la prochaine en espagnol, ça continuera sur ce thème. Et la prochaine semaine… On pourrait continuer aussi, si Eduardo veut bien, l'année prochaine, la prochaine réunion, ça sera… Ce qui serait intéressant, Eduardo ou Louis, je ne sais pas, c'est que dans la mesure où l'exposé, tu le fais en 3 langues différentes, une langue n'est pas complètement un langage, mais tout de même, ça renvoie à des modes de pensée qui ne sont pas forcément les mêmes. Et si on prend l'allemand où le verbe est tout à fait au bout après un long exposé, ou au contraire des langues dans lesquelles le verbe est une injonction au début qui empêche quasiment d'écouter les justifications, enfin bref, toutes ces choses qu'on connaît un peu, est-ce que toi tu sentiras des différences dans les argumentations qui vont être faites sur ton exposé selon le pays ou selon la langue? Ce serait intéressant ça. Ouais. On pense autrement quand on change de langue. Et oui, justement. C'est même un peu bizarre. On commence à faire un raisonnement et ça change. On a une espèce de dépersonnalisation. Ah, Joao s'est décidé à parler, alors on lui donne… Ouais. Je veux te remercier pour ton exposition. Mais hier, tu vois, nous avons entendu une critique d'un psychanalyste. Ouais. D'ailleurs, c'était un psychanalyste baïonais, d'ailleurs, qui habite à Salvador et qui… Seulement, tu expliques, Eduardo é a Vitória da Conquista, c'est à 500 km de Salvador de Bahia. Ouais, on est dans le même état, l'état de Bahia, mais on est à 500 km. Oui, c'est que lui, il a lu déjà mon livre, et comme il est psychanalyste, et comme je parle de la psychanalyse, je pense que pour lui, il manque un petit peu de psychanalyse dans le livre. Et je lui disais que pour quelqu'un, par exemple, qui est neuroscientiste, pourrait dire qu'il manque un peu de neurosciences. C'est le danger de parler des choses qui sont à la frontière. Donc, on est toujours persona non grata de chaque… Mais ce sont des critiques très intéressantes, celles que Paulo a fait. Lui est quelqu'un qui connaît beaucoup de la psychanalyse et ils sont très pertinentes, sont très bonnes critiques et qui me font penser. Bien, bien.